Bonjour Nestrine, bonjour Clara. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi, je suis anthropologue de formation, donc oui, j'ai fait un doctorat en traductologie sur les négociations dans la traduction inclusive dans le cadre d'un processus collectif de traduction d'un texte dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Puis sinon, à part ça, depuis, je donne des ateliers en écriture inclusive et je suis aussi en train de travailler sur un projet de postdoc sur les pratiques langagières émancipatrices. Et ma thèse de doctorat, en fait, portait sur un processus de traduction qui était un processus dans lequel j'étais inclus et je participais. En fait, même, je coordonnais une bonne partie. Je vais vous en parler aussi éventuellement pendant la discussion. Le livre, c'était Our Bodies Ourselves. Donc là aussi, c'était un produit typique du féminisme deuxième vague des années 70, un peu comme ce que c'est sur quoi Clara travaille, sauf que nous, c'était un texte plus informatif, scientifique, avec des témoignages sur la santé sexuelle et reproductive. Puis, on en a fait un premier volume qui s'appelle Corps à corps, guide de sexualité positive. Je m'appelle Clara Joubert et je suis en première année de doctorat à l'université McGill et à l'université de Lille en France. Et mon doctorat porte sur la traduction de 2 recueils de poésie féministe publiés par une poétesse et activiste américaine. Je m'intéresse à la traduction diachronie et les problèmes qui sont posés par le fait de traduire 50 ans plus tard des textes féministes qui ont un petit peu vieilli à certains égards, mais pas tant que ça à d'autres égards. Et j'ai aussi un podcast en traductologie et en traduction qui s'appelle Lost in Translation. Alors aujourd'hui, le thème de la journée, c'est la traduction féministe. Donc, c'est quoi la traduction féministe? Ce qu'on appelle la traduction féministe, ça vient des affirmations de l'École canadienne de traduction féministe. Puis moi, ma directrice de thèse, c'était Louise von Flottov, donc une des fondatrices de cette école de traduction. Fait que clairement, j'en ai beaucoup à dire. J'ai passé tout mon doctorat à en discuter avec elle. On est allé faire une tournée aussi en France à la fin quand j'allais déposer ma thèse. Donc, il y a cette espèce d'espace mythique pour moi dans les années 80 où, au Québec, il y avait le mouvement d'écrivaines d'avant-garde. Donc, ça, pour vous donner un peu des noms, pour vous repérer, il y a Louki Bersianic, Nicole Brossard, France Théoret, et leurs traductrices. Et ces femmes-là se réunissaient, en fait, elles faisaient salon, elles tenaient salon, elles déclamaient des textes, elles jouaient avec les mots, et leur objectif était de rendre le féminin visible. Donc des jeux de mots aussi, le classique du history, her story, ou des choses comme ça dans lesquelles elles ont baigné. Et de là est née l'école de traduction féministe. C'était les traductrices de ces écrivaines d'avant-garde, donc Barbara Godard, Suzanne Lotbinière, Louise von Flottov, c'était là-dedans qu'elles ont baigné. Et puis après, il y a tout l'apport théorique dans le fond de la traduction féministe qui devient la traductologie féministe aussi, le regard sur la traduction. Pour moi, la traduction féministe, enfin les traductions féministes, parce que je suis pas sûre qu'on puisse non plus parler d'un bloc uniforme, c'est un ensemble de pratiques et de réflexions et de stratégies qui s'intéressent à, en gros, pour le résumer très simplement, la dimension patriarcale du langage et de la traduction. Et ça peut prendre des multiples formes, et puis ça se renouvelle aussi au fur et à mesure que le féminisme change, évolue. Ça se ressent dans la traductologie féministe. Tout à fait. Moi, je l'inscrirais en fait dans la partie, c'est une discussion un peu, une discussion classique de la traductologie, là, cette question de la conformité au texte source. Et la traductologie, la traduction féministe viennent apporter une autre dimension là-dessus. C'est-à-dire que on reconnaît en traductologie qu'on va avoir un texte, que la traduction, le texte traduit va être à la fois en fonction d'un texte source, mais aussi en fonction d'un public cible. Puis la traduction féministe vient en fait dire oui, mais il y a aussi une idéologie. Il y a l'idéologie soit de la personne qui a traduit ou de la personne ou de la maison d'édition qui va venir jouer dans le résultat, dans le texte final. Et ça, là-dessus, elles ont eu différentes façons de l'appeler. Donc, il y avait Barbara Godard, elle parlait de woman handling du texte. Puis Louise von Flottov, elle a parlé plus de hijacking. Mais dans le fond, c'est un peu cette même idée que on va avoir, dans le fond, elles vont à la fois être à la source de mettre en évidence que il y a toujours une main traduisante qui va faire passer ses valeurs, ses intentions, dans les mots de Suzanne Lotbinière, mais aussi il va y avoir une partie qui est
volontairement. Donc elles vont vouloir rendre visible cette action sur le texte, tandis que il y a plein d'exemples en fait en traduction où on ne voit pas, ce n'est pas dit. Donc l'exemple classique, c'est celui de la traduction de la Bible, qui en passant du grec ancien où il y avait une jeune femme, c'est devenu une vierge, mais qu'en fait il n'y avait pas de vierge dans le texte initial. Donc là, personne n'est en train d'expliquer à ce moment-là, on a changé parce qu'on trouvait qu'il valait mieux qu'elle soit vierge, mais c'était pas ça à la base. Et un autre exemple, bon ça c'est dans les travaux de Anna Bojic aussi, avec qui j'ai collaboré pendant mon doctorat. Et c'est le texte de Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui au départ, quand il est sorti, ça a été un succès en France, et il y a eu une maison d'édition qui a voulu le publier aux États-Unis. La maison d'édition, ça lui faisait pas un pli de savoir quel était le propos exactement du texte, et par le titre, l'éditeur a décidé que c'était sûrement un texte de biologie et donc a donné la traduction à un biologiste qui, lui, n'avait pas grand-chose à faire avec les enjeux féministes qui étaient dans le texte, et il a allègrement retiré des parties, il n'a pas du tout tenu compte de ça, il a soit que c'était inutile ou c'était inconvenant, mais à aucun moment il s'est expliqué sur ses choix. Donc ça, le public américain dans les années 50, 1950, ne sait même pas que l'œuvre à laquelle il a accès est en fait estropiée de plein de morceaux. Mais malgré ça, heureusement, ça a quand même eu un impact majeur sur les mouvements de femmes aux États-Unis. Mais en fait, c'était allègrement fait sans même être nommé. Et la traduction féministe, en fait, elle dit la traduction va toujours porter une marque d'un positionnement social, historique, politique, et c'est ça qu'elle revendique, mais c'est juste qu'elle le rend visible. Puis c'est quoi son objectif à la traduction féministe? Je pense pas qu'il y en ait qu'un seul. On en a parlé un petit peu, mais c'est par exemple un des intérêts des théories féministes de la traduction, c'est aussi de remettre en question des concepts traductologiques qui semblent aller de soi, par exemple la fidélité ou la neutralité du traducteur ou de la traductrice, ou le texte, qu'est-ce que c'est qu'un texte, qu'est-ce qu'il y a comme élément sémantique dans un texte et tout ça. C'est aussi aller à rebours de la conception de la traductrice ou du traducteur comme quelqu'un de modeste, d'effacé, de transparent, de neutre, etc. Tous ces concepts-là sont remis en question, surtout la notion de fidélité d'ailleurs, par les théories féministes de la traduction. Il y a aussi les stratégies, dans le fond, qui sont utilisées par les traductrices féministes, et ça va beaucoup être à travers le paratexte, donc tout ce qui va venir préface, postface, des micro-analyses qui vont venir expliquer les choix qui ont été faits. En traduisant, on choisit, hein, on a une panoplie, un éventail de mots ou de formulations qu'on peut décider d'adopter, et on en choisit, et donc elles viennent expliquer ça dans des paratextes. Mais il y a aussi d'autres stratégies qui sont directement à l'intérieur du texte. Donc, ça peut être soit il peut y avoir des néologismes qui sont introduits. Il peut y avoir aussi des variations grammaticales ou stylistiques, le fait d'ajouter des informations, de venir préciser un peu, de contextualiser des choses. Il y a toutes ces choses-là qui se font. Puis, on va aussi voir un objectif plus large qui touche là la question du champ littéraire et de venir apporter quelque chose. Donc, il y a eu tout un courant, beaucoup Godayol, puis des traductologues féministes espagnols qui sont allés repiger des textes qui avaient été écrits ou traduits par des femmes pendant le Moyen-Âge, pendant la Renaissance, pour les mettre de l'avant. Et puis là, elles vont avoir un paratexte qui vient les contextualiser aussi, fait que par ça, on vient rendre le féminin visible aussi de façon historique. Qu'est-ce que de quoi nous sommes héritières, en fait. Alors, c'est ça, une multiplicité d'objectifs, comme disait Clara. Est-ce que la traduction féministe, on la pratique dans la vie quotidienne? On peut. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on a surtout parlé de traduction féministe en traduction littéraire, mais en fait, ça peut aussi s'appliquer en traduction pragmatique. J'ai une amie avec qui j'étais à la maîtrise, qui a soutenu un mémoire sur les pratiques liées à l'écriture inclusive en traduction pragmatique, par exemple. Donc, c'est pas réservé à la traduction littéraire, ça peut s'appliquer à des petits, entre guillemets, petits travaux de traduction, ou des travaux de traduction plus courts que des romans, de la poésie, que sais-je. Oui, je pense qu'on peut le pratiquer dans la vie quotidienne parce que c'est aussi un ensemble de stratégies. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas l'appliquer à la vie quotidienne.
Je pense qu'il y a aussi la dimension à prendre en considération, c'est le marché du travail, le marché de la traduction, comment ça se déroule. Donc, de plus en plus, ce qu'on va avoir, c'est des traductions, bon, surtout pour la traduction pragmatique, c'est des commandes, c'est cadré. Donc, c'est différent aussi. En fait, le projet, moi, sur lequel j'ai travaillé, j'ai beaucoup, et je travaille encore, c'est la traduction de Our Bodies, Ourselves. Donc, c'est un classique de santé, de droits sexuels et reproductifs qui est paru aux États-Unis, mais qui a été traduit en 35 langues. Et nous, on a fait, donc, je suis membre d'une collective, la Corps féministe, et on a fait une traduction, une adaptation, un premier volume dont je parlais tout à l'heure, Corps à corps, guide de sexualité positive, et mais personne ne nous a payé pour ça et personne ne nous aurait payé pour ça. Et maintenant, c'est l'aspect d'avoir une grande liberté, justement, parce que personne ne nous a payé pour ça et qu'on est tout à fait autonome là-dedans de le faire de la façon dont on veut le faire. Tandis que si vous êtes cadré dans une demande d'un éditeur ou quoi, il y a peut-être des comptes à rendre. Alors, c'est ça. J'imagine que quand on est c'est comme ça qu'on gagne sa vie. On n'est pas toujours à l'aise non plus, ou on n'a pas toujours la marge de manœuvre de pouvoir faire ce qu'on aimerait. Alors, bon, ça se négocie, il doit y avoir des discussions certainement, mais c'est quand même le marché du travail et le marché de la traduction en particulier. Je pense qu'il est pas mal hypothéqué, il est pas mal impacté par les technologies de traduction, par les pressions aussi sur les traducteurs et les traductrices. C'est quoi la différence entre traduire en féministe et traduire des textes féministes? Je pense qu'on peut reprendre l'exemple que Nesrine a donné tout à l'heure de Simone de Beauvoir. D'ailleurs, il y a une chercheuse qui s'appelle Margaret Simons qui a écrit un article là-dessus qui s'appelle The Silencing of Simone de Beauvoir, Guess What's Missing from the Second Sex, qui date de 1983, où elle se penche sur la traduction américaine du deuxième sexe et elle montre qu'il manque 10% du texte original, qu'il y a un demi-chapitre qui a été complètement enlevé, qu'il y a 78 noms de figures féminines historiques qui ont été enlevés de la traduction, des termes philosophiques mal traduits qui donnent l'impression que la pensée philosophique de Simone de Beauvoir manque de rigueur. Donc ça, c'est typiquement un exemple d'une traduction pas très féministe d'un texte féministe. Mais par contre, traduire des textes féministes, ça peut être une démarche de traduction féministe si on a un désir de faire entendre des voix minorisées, de faire connaître une pensée féministe, de la faire voyager. Ça, c'est une démarche féministe. En France, il y a l'exemple de la maison d'édition des femmes dans les années 70 qui ouvre une branche internationale, enfin une collection internationale, voilà, qui est dédiée à la traduction de textes féministes étrangers. Donc ça peut être une démarche de traduction féministe, de choisir des textes féministes et de choisir de traduire ça, parce que traduire, avant de se poser la question des choix de traduction, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on traduit. Et ça, c'est déjà une question féministe en soi. Y a-t-il une raison pourquoi la traduction féministe est plus courante au Canada qu'en France? Comme on l'a dit, elle est née au Canada dans les années 80. Puis je pense qu'il y a aussi le contexte bilingue qui joue forcément. Et de manière générale, la traductologie est quand même très dynamique, j'ai l'impression ici, en tout cas peut-être un peu plus qu'en France. Donc je pense que le fait que ça soit né au Canada et au Québec, ça a forcément joué. Mais je pense qu'il faut quand même souligner aussi que une des sources d'inspiration pour ces expérimentations-là et pour ces théories-là, c'était aussi ce qui s'était passé en France dans les années 70, le post-structuralisme, les réflexions autour de la dimension politique du langage qu'on avait avec Roland Barthes, Derrida, etc. Ou alors des penseuses comme Hélène Cixous, Lucie Régaret, Julia Kristeva, qui problématisaient la place du masculin et du féminin dans l'écriture. Et avec les courants post-structuralistes, on a aussi déconstruit la notion d'auteur, donc la notion de fidélité aussi, parce que quand Barthes postule la mort de l'auteur en 1968, s'il n'y a plus d'auteur, c'est un peu compliqué de parler de fidélité, tout ça. Enfin voilà. Donc tout ce que finalement les Américains ont appelé la French Theory, tout ça, je pense que ça a dessiné un paysage intellectuel qui a peut-être nourri aussi ces réflexions. Et donc il y a eu un voyage outre-Atlantique. Et puis là, les théories féministes de la traduction commencent aussi à se faire une place en France. Il y a des traductrices, il y a des chercheuses qui la conceptualisent, mais c'est vrai que c'est plutôt canadien d'origine. On a parlé des stratégies tantôt, mais quels en sont les avantages stratégiques dans une perspective d'activiste féministe? Là-dessus, c'est vraiment le pourquoi on a voulu traduire Our Bodies, Ourselves, pas dans sa version des années 70, mais dans sa version de 2011. C'est parce qu'on était un ensemble de féministes impliquées dans des groupes ou même travailleuses dans des groupes féministes au Québec.
Et la question de la diversité sexuelle et de genre, on trouvait qu'on avait besoin d'un petit coup de pouce. Donc, traduire la question de la diversité sexuelle et de genre, on avait besoin d'un petit coup de pouce au Québec, d'avoir quelque chose de plus pour amener ces notions de diversité de genre. Et dans la version de Our Bodies, Ourselves de 2011, il y avait des témoignages de femmes trans, de personnes non binaires. Donc, on a voulu traduire justement pour ramener ces témoignages en français dans l'espace québécois. Et ça, je pense que c'est un aspect de la traduction militante ou pas nécessairement strictement de la traduction féministe, mais cette idée de aller chercher quelque chose, une idée ou une pratique qui existe dans une autre langue, qui existe dans un autre espace linguistique ou littéraire, et de l'amener dans son espace, dans un nouvel espace en fait. Alors, on a travaillé là-dessus, puis c'est pour ça que ma thèse portait justement sur la rédaction inclusive et de comment on avait négocié ces enjeux-là entre la féminisation visible, donc la visibilisation du féminin dans le texte, mais aussi l'utilisation du neutre à d'autres endroits, puis bien sûr l'écriture épicène. Et ça, ces questions-là, ça reste même quand on fait un travail comme ça nous, on l'a fait donc pour ces questions identitaires de genre. Et il y a des réflexions aussi là-dessus sur comment parfois, à travers la traduction, le genre et l'identité ou l'orientation sexuelle sont modifiés, même si le traducteur a voulu amener justement une voix. Par exemple, moi, je regardais, c'était un article sur un texte de Venuti qui avait traduit en fait, comment ça s'appelle? Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire. Fait que c'était un texte où il y a un personnage gay, le personnage d'Ernesto, et c'était une critique de comment Venuti avait traduit ce personnage-là. Et donc il a rendu, c'est un texte italien où le personnage d'Ernesto gay était macho, était actif sexuellement, était passionné, et dans la traduction de Venuti, ben il a un peu lissé les bords, quoi. Il l'a féminisé, à quelque part, il l'a amené dans une vision plus américaine de ce que c'est d'être homosexuel au XXe siècle, parce que c'est à cette époque-là qu'il a traduit. Donc, c'était aussi, on fait une traduction, mais en la faisant, on est en train d'amener une couleur différente à un personnage. Et donc, ça a été, c'est un article de Serena Bassi là, qui traitait de l'homonormativité, en fait, de Venuti dans sa traduction. On voit beaucoup ça aussi dans la traduction des audiovisuels. Donc, il y a eu des études aussi sur comment la traduction, souvent, ça va être même de comparer la traduction du dubbing et la traduction du sous-titre. Et là, on peut voir des différences dans comment on a été... Souvent, en fait, ce qu'il va y avoir, apparemment, c'est que les sous-titres vont garder plus des éléments plus intellectuels ou des éléments plus féministes ou revendicateurs que le doublage va venir effacer ça. Et c'est quoi les limites de la traduction féministe? Moi, je dirais que la première limite, ça serait de produire une traduction trop expérimentale ou peut-être trop universitaire, ou avec trop de paratextes, donc trop de notes infrapaginales, d'explications, et ça finirait par produire une lecture qui serait un peu saccadée peut-être et qui serait pas très agréable. Et peut-être aussi ça produirait une lecture trop élitiste, et ça donnerait une traduction qui ne va pas vraiment influer sur l'idéologie dominante parce que ça va s'adresser qu'à des gens qui sont déjà convaincus. Et ça serait pour moi difficilement accessible. Ça serait peut-être une limite que je verrais. Je vois ce que vous voulez dire, Clara, parce que il peut y avoir, ça peut devenir très lourd, quoi, si on se met à mettre des notes de bas de page pour la moindre traduction, le moindre mot, dire contestation de ci, de ça. Maintenant, j'ai envie de penser que c'est possible de le faire d'une façon qui reste accessible. Puis voilà, c'est quoi l'objectif aussi? Quel est l'objectif du texte alors qu'on est en train de traduire ou à qui on s'adresse? Les paramètres d'une traduction restent valides autour de ça. Donc la fonction du texte reste valide. C'est un peu à prendre tout ça en compte. Mais le côté rendre visible l'idéologie derrière la traduction, je trouve que c'est essentiel. Puis sinon, je trouve qu'on nous cache des choses, on nous cache, c'est comme cette idée de neutralité
alors qu'on le sait, à partir du moment où on écrit, on le sait que c'est pas possible d'être neutre. Les mots ont toujours un sens, puis évoquent d'autres choses. Donc, à moins d'être vraiment inconscient de qu'est-ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est difficile de continuer à faire comme s'il n'y avait pas d'idéologie dans ce qu'on fait. Je crois que c'est Gayatri Spivak qui en a parlé dans un article de 1993, que les théories féministes avaient tendance à effacer la dimension hégémonique de l'anglais comme véhicule du langage de l'oppresseur, quoi, dans une perspective post-coloniale. Et du coup, elle souligne un peu la nécessité de penser la traduction par le prisme de différents rapports de force et pas juste celui du genre. Donc là, on est un peu dans une perspective intersectionnelle, en fait, et de s'interroger aussi sur l'anglais qui peut, par exemple, effacer la différence qu'il y a dans le texte original, le texte subalterne, pour reprendre le terme de Spivak. Donc voilà, ce serait une autre limite, peut-être rester dans un féminisme un peu trop occidental. Voilà. C'est quoi le woman handling? C'est en fait l'ensemble des procédés qui sont utilisés par des traductrices féministes. Et puis je disais tout à l'heure, donc le woman handling, c'est plus la façon dont Barbara Goddard en a parlé, donc une des traductrices féministes depuis les années 80. Puis le hijacking, c'est un peu la façon, c'est la façon dont Louise von Flottov a nommé aussi cet ensemble de procédés, de stratégies qui sont à l'intérieur même du texte. Elle est partie du terme manhandle en anglais, qui veut dire malmener, maltraiter. Et puis voilà, woman handle, c'est du coup un jeu de mots pour désigner une autre façon de traiter le texte à traduire et de participer activement à la création de sens. Puis hijacking. Alors l'origine de ce terme, c'est un journaliste de Montréal qui avait attaqué Suzanne de Lotbinière-Harwood sur sa traduction de Lettres d'une autre de Lise Gauvin, et disait qu'elle intervenait trop dans le texte et que c'était du hijacking. Et donc Louise von Flottov l'a repris pour en faire une stratégie donc de détournement et d'intervention dans le texte, notamment parce que Suzanne de Lotbinière-Harwood avait expliqué que Lise Gauvin écrivait au masculin générique, que ça lui convenait pas, et donc elle était intervenue pour effacer les marques du masculin générique dans le texte. Et Louise von Flottov l'a défini comme, on a fait un concept de traduction féministe, donc le détournement ou l'intervention. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire du masculin générique? Comment ça s'est imposé? En fait, avant le XVIIe siècle, il y avait différents termes de noms de profession, de métiers, de titres qui existaient au féminin et au masculin. C'est des académiciens qui trouvaient que parce que le mâle était supérieur à la femelle, il était temps d'arrêter de parler et il y avait des termes comme philosophesse, traductrice évidemment, poétesse. Il y avait plusieurs formes au féminin. Ils les ont systématiquement enlevées. Il y a eu seulement traductrice ou quelques termes qui ont été gardés parce que, vu que la subordination au masculin était claire, c'était pas nécessaire de s'obstiner pour ces mots-là, mais c'était vraiment, il y avait aussi la règle des accords de proximité. Donc, si vous aviez, je sais pas moi, les étudiants, les étudiantes sont contentes parce que on allait accorder avec le terme qui était le plus près de l'adjectif ou du verbe ou du participe passé. Et ils ont aussi aboli cette règle-là pour faire la règle du masculin l'emporte. Il y a eu un ensemble de stratégies qui ont toutes été mises en place dans cette période-là. Donc moi au départ, quand j'avais commencé à travailler sur la traduction inclusive, je pensais que c'était un peu une convention, le masculin générique, et j'ai été choquée de savoir que non, c'était pas juste une convention, ça avait été une volonté politique de faire disparaître les femmes. À cette période-là, on est justement dans une période où il y a un renouveau économique, puis que il y a beaucoup de femmes qui sont commerçantes ou qui sont artisanes, qui tiennent des commerces, et ça vient aussi avec l'idée de les renvoyer à la maison. Et sinon, est-ce que vous avez des conseils à donner aux traducteurs, traductrices? Moi, je peux recommander un livre sur la traduction féministe. Ça s'appelle Sur les bouts de la langue, traduire en féministe, de Noémie Grenenwald. Ça a été publié en 2021, je crois. Et elle est traductrice, elle est française, et elle a écrit un livre où elle parle de son expérience, sa pratique de traduction, comment elle s'est intéressée à la traduction féministe, qu'est-ce que ça veut dire traduire en féministe,
Et c'est un très beau livre qui, moi, m'a beaucoup apporté sur qu'est-ce que c'est que la traduction, en fait. Comment est-ce qu'on traduit? Qu'est-ce qu'on met de soi dans une traduction? Qu'est-ce que ça veut dire, la traduction féministe? Et je pense que ça intéressera énormément de traducteurs et traductrices. Il y a pas besoin de s'intéresser aux théories féministes de la traduction pour apprécier ce livre. C'est vraiment un beau livre sur la traduction et sur ce que c'est que d'être traductrice. En fait, moi, je conseillerais la grammaire non sexiste. D'aller lire un peu sur les origines de la misogynie dans la langue française, ça aide à trouver des motivations à transformer ça. Prendre conscience que ce qu'on dit reflète notre vision du monde, mais aussi la construit pour les autres. Je pense que c'est vraiment un déclic qui est nécessaire à mettre en branle. Ouais. Puis, est-ce que c'est juste les femmes qui peuvent être traductrices féministes ou ça peut être aussi les hommes? Non, comme on l'a dit, c'est un ensemble de stratégies, de réflexions, de pratiques, etc. Donc, je pense que ça peut être mis en place par plein de monde, j'espère. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Est-ce que je peux savoir où on peut vous suivre sur les réseaux? Vous pouvez aller écouter mon podcast, ça me fera toujours très plaisir. Je suis sur Twitter, sur Instagram et sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça s'appelle Lost in Translation. L'Accord féministe, donc cette collective dont je suis membre et qui a traduit une partie de Our Bodies, Our Selves. Et là, on travaille. Donc, notre premier volume, c'était sur les relations intimes et les sexualités. Là, le deuxième volume, c'est sur la parentalité, la non-parentalité et aussi tout ce qui va toucher à la périnatalité, donc la grossesse, l'accouchement, les technologies, les procréations médicalement assistées. La particularité de ce livre, c'est qu'il y a à la fois des informations scientifiques, des informations féministes, critiques, sociales et des témoignages, donc pour aller aussi chercher une diversité d'expériences autour des sujets auxquels on touche.